Et bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième édition du podcast des Quinquas, le podcast qui dégénère. Et on est en compagnie de mon co-animateur et collègue Patrice Côté. Salut Pat, comment tu vas? Salut François Bernard, ça va très bien. Salut les amis, content de vous retrouver. On espère que vous allez aimer le deuxième épisode autant que vous avez aimé le premier. On a eu des bons résultats sur la première balado, François Bernard. Ouais, c'est bien parti. Écoute, les gens ont aimé notre page Facebook. On a des gens même qui nous ont écoutés aussi en version audio, si on veut. Oui. Et c'est ça. Donc, on invite les gens, évidemment, à nous aimer aussi sur YouTube, bien sûr. Tu peux nous parler, Patrice, un peu de qu'est-ce qu'on risque de rencontrer aujourd'hui dans cette deuxième opus Aujourd'hui, on va faire ça un peu plus court. Hein? C'était notre gros défi. La dernière fois, on avait été un petit peu... on s'était laissé emporter par le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler, encore une petite chronique littéraire. On aime bien ça. Parler livres. Surtout qu'on a François Bernard qui est quand même une sommité, disons-le, dans le domaine. Il faut jouer. Il faut jouer sur nos forces. C'est ça, exactement. Ensuite, on va y aller un peu avec les miennes, pardon. Je vais vous parler d'une recette. Je vais vous donner ma recette de côte levée sur barbecue. Je suis un grand amateur de barbecue. Donc, dans notre section bouffe, ce sera ça. Et on va vous parler d'une série québécoise, François Bernard. Qui s'appelle Les Mecs. Donc, une série vraiment qui est pour notre génération. En fait, les Quinquas. Voilà. Totalement. Et en fait, on vous en parlé dans le premier épisode, mais là, rendu à... Quand c'est aussi long qu'un film, on s'est dit qu'on allait couper ça. Mais là, cette semaine, on va vous en parler parce que c'est vraiment une excellente série. Et tout à fait, ça représente le concept un peu de notre émission des Quinquas. Donc, on va vous en parler. Et on a notre premier invité cette semaine. Absolument, et on va parler de bière, donc, parce que la dernière fois, on était dans ta région à Québec, et aujourd'hui, en fait, on va être au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément à Alma, avec la brasserie Riverbend, et on reçoit donc Sébastien Moras. J'ai hâte, je me peux plus, j'ai hâte, ça va être un excellent segment. Commençons tout de suite, François Bernard, avec justement la chronique littéraire. Oui, écoute, oui, vas-y, Pat. Non, mais je voulais savoir, vas-y, de quoi tu voulais nous parler cette semaine? De quel livre ou quel auteur? Écoute, c'est un livre qui me travaille depuis longtemps parce que il est de Victoria Mass. Ça s'appelle Le Bal des Folles. C'est paru, en fait, c'est pas une nouveauté fraîche. Là. C'est un livre qui est paru quand même en 2019. Le livre a quand même connu beaucoup de succès. Et donc, il m'intriguait, en fait, parce que j'avais su, encore là, c'est générationnel, hein, c'est la fille de Jeanne Masse. Donc, rien à voir avec Julie Masse, qui est une Québécoise, mais Jeanne Masse, la chanteuse française, qui, évidemment, nous a, on a tellement entendu de ses chansons, dont, entre autres, la célèbre En rouge et noir. Et évidemment, donc, plusieurs autres chansons également, donc, de Jeanne Masse, là, que vous connaissez, donc, certainement, dont, entre autres, tous les cris, les SOS, là. Oui. C'est pas juste Marie-Denise Pelletier qui a chanté cette chanson-là, mais il y a eu la version de Jeanne Masse, qui, malheureusement, musicalement parlant, n'était pas très, très intéressante. Ah, c'est sûr que les gens de notre génération connaissent Jeanne Masse, là. Ouais. C'est certain. Et... Absolument. Donc, ça m'intéressait de savoir un peu, donc, parce que moi, j'ai écouté quand même Jeanne Masse quand j'étais jeune, même si j'écoutais du métal, j'écoutais parfois aussi, j'aime bien les chanteuses françaises à voix, donc, on ne commencera pas à toutes les nommer, mais, donc, Victoria Mass, Le Bal des Folles, ça parle de quoi? Donc, 1885, c'est l'année de la mort de Victor Hugo, on est à la Salpêtrière, donc, un hôpital français, se tient donc à chaque année le Bal des Folles, c'est-à-dire de ces femmes, en fait, qui sont enfermées et sur lesquelles le célèbre docteur Charcot, entre autres, qui a, entre autres, influencé Freud, qu'on connaît, entre autres, aussi, si on vous avait lu Zola, Maupassant, Flaubert, c'est des auteurs qui côtoyaient à ce moment-là, les auteurs naturalistes, les auteurs réalistes, là, mais de la deuxième moitié du 19e siècle en France, donc côtoyaient donc, régulièrement donc, ces scientifiques-là donc, qui s'intéressaient donc un peu à
à la psychologie de l'époque. Donc, comme j'ai dit, Charcot a beaucoup influencé, entre autres, Freud et tout ça. Donc, organisait, donc à chaque année, la Salpêtrière organisait une espèce de bal des folles, en fait, public. C'est un bal public où les gens donc, pouvaient assister et voir peut-être une femme en train de faire une crise d'hystérie ou ce genre de choses-là. Donc, c'était... donc, c'est vraiment au sens propre, le bal des folles. Un peu comme le dîner de con. Là. Il amenait vraiment des folles, entre guillemets. Là. Absolument. Donc, ça se passait à la Salpêtrière. Évidemment, on ne les laissait pas sortir. Là. Mais les gens donc, pouvaient aller assister chaque année. Donc, c'était une espèce de bal un peu du Mardi Gras, quelque part, si on veut. Là. Et donc, les femmes se déguisaient. Il pouvait y avoir des femmes déguisées en hommes, par exemple, ou ce genre de choses-là. Et là, en fait, qu'est-ce qui arrive dans cette histoire-là? C'est que, bon, il y a évidemment... on voit un peu qu'est-ce qui se passe à la Salpêtrière. Et il y a, entre autres, on va suivre aussi une femme qui, elle... a entre autres lu Alan Kardec, excuse. Alan Kardec. Oui, tu connais Alan Kardec, donc celui qui a écrit le livre des esprits, ce genre de choses-là. Donc, il y a une femme qui discute qui est capable de discuter, en fait, avec son grand-père, en fait, et elle va en parler à sa grand-mère. L'erreur qu'elle va faire, elle va penser, entre autres, qu'elle va pouvoir discuter de ça avec sa grand-mère, parce qu'elle va avouer des choses à sa grand-mère, et sa grand-mère va dire, comment ça se fait que tu sais ça? Ben, elle va dire, parce que je parle à grand-papa régulièrement. OK. Et donc, oui, elle fait confiance à sa grand-mère en sachant très très bien que ça peut lui jouer des tours. Et un bon matin, avec son père, donc alors qu'ils sont censés aller faire un petit tour à la campagne, son père fait un petit détour par la Salpêtrière avec son frère et donc il la traîne de force pour la rentrer donc dans cet hôpital dans lequel évidemment elle n'a pas sa place et elle va donc essayer, donc on va voir là qu'est-ce qui va arriver au personnage d'Eugénie justement à la Salpêtrière, comment elle va être reçue là-bas, comment elle va être traitée, comment on voit en fait que c'est pas une femme qui est folle du tout, elle n'a pas d'affaires là, comme beaucoup d'autres femmes qui sont à la Salpêtrière. Donc c'était de l'injustice, en fait, par rapport à ces femmes-là à l'époque. Et c'est très, très, très bien écrit par Victoria Mass. Vraiment une plume extraordinaire, une belle recherche. D'ailleurs, le livre n'a pas pris de temps à faire... a eu beaucoup de succès. Hein, elle a gagné des prix avec ce premier roman-là. D'ailleurs, tu me disais qu'ils en ont même fait un film. Oui, écoute... 2021, là, c'est donc c'est peu de temps après en fait l'écriture du livre. Là, c'est quand même long faire un film, ça prend beaucoup de projets, évidemment de l'investissement, tout ça. Mais elle a quand même gagné avec ce livre-là le prix Renaudot des lycéens en 2019, le prix Première Plume 2019, le prix Stanislas 2019. Et le film a été aussi adapté donc au cinéma par l'actrice Mélanie Laurent, qui a joué quand même avec Tarantino. Donc, c'est ça, en fait, le film est sorti, je crois que c'est plus un film qui est sur les plateformes à la demande, c'est pas un film qui est sorti... Pas au cinéma. Ouais, c'est ça, okay. C'est pas sorti au cinéma, plus pour la petite lucarne, comme dirait notre ami du dîner de con, François Pignon. François Pignon. Tu m'en parlais tantôt. Mais donc, c'est un film de Mélanie Laurent, avec scénario de Mélanie Laurent, qui joue également dans ce film-là. Et donc, je recommande ce livre-là, évidemment, Le Bal des Folles, donc de Victoria Mass. C'est réellement un beau succès. L'histoire semble effectivement fascinante à cette époque-là, dans un monde d'hommes, il ne faut pas oublier. Donc, comment ça montre un peu aussi. En cette semaine des femmes, parce qu'au moment où d'enregistrer cette émission, on est dans la semaine des femmes. Donc, c'est bien. C'est un très bon sujet. Et puis, en plus, la fille de Jeanne Masse, c'est curieux. Ça pique notre curiosité. On va aller voir ça. Et Charcot aussi, hein, donc, qui était un grand personnage, donc pour quand même... en tout cas, moi, qui a marqué ma jeunesse à travers toutes mes lectures. Donc voilà, donc c'était... petite chronique littéraire avec le roman de Victoria Mass. Bien, merci beaucoup François Bernard. On va suivre tes conseils. Ça doit être même disponible aujourd'hui sur Audible ou ce genre de plateforme-là, probablement. En tout cas, à vérifier. Probablement, sûrement, oui. Pour ceux qui sont qui n'aiment pas lire. J'ai un peu de... Moi, je ne serais pas capable d'écouter un livre sur Audible. C'est pas mon genre, mais je peux comprendre que ça a l'air d'avoir un certain attrait pour certaines personnes. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas l'utiliser? Puis des fois aussi, en vieillissant, la vue, des fois, c'est plus difficile. Ça nous fatigue les yeux, on donne des maux de tête, donc pourquoi pas? Il y a une demande. Hein. Moi, même mon roman Suture a été adapté, pas sur Audible, mais sur une autre plateforme québécoise. Absolument, oui. Eh bien, sans plus tarder,
Passons donc à notre prochaine chronique, la chronique bouffe. Et ben depuis le temps qu'on en parle, François Bernard, on a dit qu'on était deux amateurs de barbecue. Toi, t'es plus, tu commences un peu plus, hein? Tu te lâches un peu plus dans la fumée, dans les choses comme ça. Moi, ça va être cette année que je vais connaître mon baptême, en fait, de la fumée. Là. Bientôt, on va aller chercher notre Kamado. Là. Mais moi, en fait, c'est ça. Je suis bon amateur de bouffe, mais toi, c'est ton volet, là, le volet barbecue. Ça fait déjà plusieurs années, moi, que je prends ça au sérieux. Là, je te dirais, j'ai un Kamado, moi, depuis quelques années. J'ai un fumoir au granule aussi. J'avais un barbecue au gaz, là j'en ai plus. Je n'ai que du charbon et du granule actuellement. J'ai un Weber aussi pour les plus petites jobs. Mais quelque chose qui est le fun, un coup qu'on a passé outre les hamburgers et les hot dogs, plus traditionnels, une des premières choses que le barbecue américain va avoir, c'est des côtes levées. Et ça a été un de mes premiers défis, entre guillemets, parce que c'était une cuisson qui est un peu plus longue. Là. On parle d'environ 4 à 5 heures, dépendamment du type de côte levée. Ce soir, je vais vous parler des côtes levées de dos, les plus populaires au Québec. On retrouve ça dans les épiceries, évidemment dans les boucheries, au Costco même. Vous en avez. Juste essayer de prendre des plus grosses. Hein. Souvent, à l'épicerie, avant, il y avait une tendance à être un peu petite, puis ça cuit rapidement. Ça a une tendance à plus sécher un peu. Je vous suggère de prendre des plus grosses. Tu parles pas des boîtes toutes préparées qu'on met au micro-ondes, là, ou qu'on pourrait peut-être même mettre sur le barbecue, puis qui sont déjà enrobées de plein de sauce. Là, je parle de la boucherie. Vous achetez la viande là, telle que telle. Voilà. Vous voyez à l'écran, là, c'est rose, la viande. Là, c'est vraiment... C'est un morceau de viande. Et on peut avoir évidemment de la viande de porc, de la viande de bœuf. Oui, mais là, je vous parle vraiment des côtes levées. Quand on parle de côtes levées, on va parler de côtes levées de porc. Parce que les côtes de bœuf, ça, on va parler en anglais de short ribs. C'est un autre... les travers de bœuf, c'est un autre technique, c'est totalement différent. Là, on va y aller avec les côtes de bœuf, les côtes de levée de porc, de baby back ribs en anglais. Baby back ribs. Donc, c'est des côtes de dos. Dans le fond, vous prenez les côtes de dos, comme je vous disais. Première étape, on voit à l'écran, je vais vous partager une image. Dans le fond, on peut prendre un couteau ou quelque chose de pointu, un peu un truc de thermomètre, pour aller sur l'avant-dernier ou le dernier os et essayer de rentrer sous la membrane qu'il y a entre l'os. Juste au-dessus de l'os, il y a comme une membrane, vous allez voir, c'est comme une membrane transparente, et vous rentrez un objet. Moi, je prends des couteaux à beurre, tout simplement, mais du côté, pas de la lame, là, pour faire attention de ne pas la déchirer. Et on essaie de tranquillement rentrer et tirer par en haut pour essayer de la faire décoller. Et puis un coup qu'on a réussi à assez la décoller, là on tire et on enlève vraiment pour se rendre jusqu'au bord. Là, à ce moment-là, vous allez avoir une bande. Là. Et puis là, vous prenez, je vous suggère de prendre un papier essuie-tout parce que c'est moins glissant, parce que c'est quand même assez glissant. Là, vous le prenez, le truc de gras, et vous n'avez qu'à tirer et ça s'enlève tout simplement comme un papier collant, si vous voulez. OK. Mais Patrice, pourquoi on enlève ça exactement? Ça, c'est pour que la fumée pénètre, parce que si on fait fumer ça, évidemment, c'est parce qu'on veut qu'il y ait de la fumée qui pénètre dans la côte levée. Et on veut aussi que les épices pénètrent, parce qu'un des secrets pour ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les épices à frotter, les dry rubs en anglais. Et ça, je vais vous parler de ça parce que ça vaut vraiment la peine. Moi, ça a été un secret qui a changé ma vie quand j'ai découvert ça. La matrice des épices à frotter selon Steven Raichlen. Dans le fond, il y a 5 portions, OK? Il y a 4 ingrédients de base et un 5e. Vous prenez toujours la même quantité des ingrédients de base. Fait qu'on va dire, mettons, un quart de tasse. Là. J'y vais au hasard. Vous pouvez faire une demi-tasse, vous pouvez faire 2 cuillères à soupe. Mais l'important, c'est que vous avez toujours la même quantité dans les ingrédients. Donc, attends un peu. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer d'avoir les deux premiers. Vas-y. Du sel. Oui. Du poivre. Et oui, on est déjà à 2 sur 2 sur 4. Oh! Ouais. Je te laisse les 3 autres. Sel, poivre, paprika et du sucre. Ouais. Ça, c'est les 4 ingrédients de base auxquels vous allez rajouter un 5e. Donc, une quart de tasse de sel, un quart de tasse de poivre, un quart de tasse de paprika, un quart de tasse de sucre. Et tu vas rajouter un autre quart de tasse. Là, tu vas mélanger. Tu peux mettre de l'oignon ou de l'ail en poudre. Attention, pas du sel d'oignon ou du sel d'ail, là. De vérifier qu'il n'y a pas de sel dans ce que vous rajoutez parce qu'il y en a déjà dans la première partie. Vous pouvez mettre des grains de moutarde. Avec le porc, de la moutarde sèche, là, ça c'est super, ça va bien. On parle d'orégano séché, du basilic séché, du cumin, de la coriandre, du gingembre. Des herbes de Provence. Tout ce que vous trouvez, là. Puis mélangez, vous n'êtes pas obligé de mettre un quart de tasse juste de ça. Là. Moi, je prends mon dernier quart de tasse, je mets un peu de tout ça dedans. Là. Je mets un peu de tout ça. Si vous faites du bœuf, je vous suggère même de prendre du café moulu. Si vous avez à la maison, faites votre café moulu ou vous avez du café moulu à la maison, vous en mettez un petit peu là-dedans et ça fait vraiment super bon.
Donc ça, c'est le secret. Vous prenez et les sels, c'est la même chose. Pour essayer de prendre du sel, il y a toutes sortes de sel. Hein. Il y a du sel cochère, il y a du sel de table, il y a de l'Himalaya. Oui, puis il y a du sel à mariner aussi. Moi, je prends du sel à mariner. Parce que dans les ingrédients, si tu prends du sel de table, c'est du sel iodé. Donc, il y a sel et iode comme ingrédient. Mais si tu prends du sel à mariner, l'ingrédient, c'est sel. Alors, essayez de vous en tenir au minimum avec le sel. Et là, évidemment, les poivres aussi, même chose. Vous prenez le poivre en grains. Hein. Vous pouvez prendre du poivre rose, du poivre noir, du poivre blanc. Vous pouvez mélanger ces poivres-là. Mais sauf que ça donne c'est les gros morceaux avec les gros morceaux de sel. Fait que qu'est-ce que je fais, moi? C'est que je vais passer ces ingrédients-là, tous les ingrédients que j'ai mélangés. Le paprika, même chose. Vous pouvez prendre du paprika doux, du paprika fort, du paprika fumé. Même chose pour le sucre. Là. Moi, j'ai déjà fait avec du sucre d'érable. Vous pouvez prendre du sucre brun, vous pouvez prendre du sucre blanc normal raffiné, ça c'est au goût. Mais à la fin, vous le mettez dans un robot ou dans un broyeur. Moi, j'ai un Magic Bullet, que ma blonde avait acheté ça il y a plusieurs années, et ça fait super bien. Une machine à café aussi, si vous avez, justement. J'imagine qu'un mortier aussi, ça peut faire. Oui, tout à fait, mais ça va être un peu plus long, mais ça va faire le même job. C'est juste de le réduire dans une poudre. Essayez de pas trop le mettre en poudre, là. Gardez un peu la texture d'un sel de table, un peu. Puis le but après ça, c'est d'en mettre, là. Et mettez-en épais. Vous voyez à l'écran, là, ça, je viens d'en mettre, là. Il y en a quand même assez épais, là. Gênez-vous pas pour en mettre, puis après, faites-le pénétrer. On dit épice à frotter, rubs, parce que justement, on lui fait un petit massage, là, comme si le dos de votre blonde ou de votre chum, là, vous massez la viande pour faire pénétrer l'épice à l'intérieur. Et là, ça, vous pouvez faire ça la veille, mettre ça au frigo le soir. Et le lendemain matin, vous partez votre barbecue. Et là, c'est très important de le tenir à 2,25, 2,50 maximum. Parce que, en plus, si vous prenez votre température au niveau du dôme, là, c'est toujours plus chaud que la température au niveau de la grille. Ça fait que si vous êtes au niveau du dôme, je suggère de viser 2,25. Mais même si vous êtes à 2,50, c'est pas grave, là, c'est pas la fin du monde, ça va être bon pareil. Mais tu sais, dépassez pas trop ça. Avec un barbecue au gaz, c'est relativement simple là, d'avoir ces températures-là. Avec un barbecue au granule, pas au granule, au charbon, ben là, c'est de le partir et de le faire monter. Après ça, juste avant la cuisson, vous mettez quelques copeaux de bois. Moi, j'aime bien utiliser de l'érable, du cerisier pour donner de la couleur. Et puis un autre comme soit du mesquite ou du... je cherche le nom en français, du hickory. Là. J'ai un blanc sur le nom en français. Je vous l'écrirai au montage. Mais donc, tu mets ça dans ton feu pour le laisser fumer. Quand ta fumée devient la petite fumée plus tranquille, là, on ne met pas ça quand ça fume à grosse fumée blanche, sinon ça va donner de l'amertume. On attend que ça devienne ce qu'on appelle une petite fumée bleue, qu'on la voit presque plus finalement. Et là, vous mettez vos côtes levées, soit à plat sur la grille, ou si vous en avez plusieurs, vous mettez un rack. Comme moi, la photo, vous voyez, c'est un rack que j'utilise parce que j'en ai 3 ou 4 puis ça rentrait mieux. Là, à ce moment-là, vous fermez le couvert et là, le secret, c'est vous le laissez là pendant 2 heures. Tout ce que vous faites, vous surveillez votre température pour ne jamais qu'elle dépasse le 2,50, qu'elle se tienne entre 2,25 et 2,50. Et après ces 2 premières heures de cuisson-là, là, déjà, vous allez avoir probablement atteint une température où que là, la fumée, de toute façon, ne pénétrera plus parce que la fumée, elle pénètre jusqu'à 160 environ. 160 degrés Fahrenheit pour la température de la viande. Ça fait et là, évidemment, la viande déjà va cuire très lentement, donc elle va être tendre. Exactement. Souvent, les gens font bouillir les côtes levées, mais là, vous allez avoir le même résultat. Après ça, c'est la première étape. Là, un coup que la fumée est pénétrée, vous pouvez les enlever. Et là, vous faites des petits bateaux en papier d'aluminium. Pourquoi des petits bateaux? On replie les côtés, dans le fond. On replie les côtés pour le fermer parce qu'on va mettre du jus de pomme. Fait que vous faites des petits bateaux. Moi, je mets du beurre dans le fond. Aux États-Unis, ils mettent du beurre mou. Nous autres, on n'a pas ça ici. Je mets des carreaux de beurre dur et j'assois ma côte levée dessus, les os vers le haut. Pourquoi les os vers le haut? Parce que si vous mettez les os vers le bas, vous risquez de péter, de défoncer votre papier aluminium et là, le jus va couler dans le fond. On ne veut pas ça. Donc, vous le tournez les os sur le haut, vous allez coucher votre côte levée sur le beurre et là, vous arrosez de jus de pomme. Allez-y généreusement parce que c'est ça qui va faire que ça va garder son humidité. Et là, vous refermez votre papillote et délicatement, en faisant très attention de ne pas déchirer le papier alu, vous allez les redéposer. Soit vous les redéposez dans le barbecue ou vous pouvez les finir au four ou le rendu à cette étape-là. Ça ne change absolument rien. Simplement garder votre 225-250 de température. Et là,
On a fait 2 heures déjà en première cuisson. Et là, dépendamment de l'épaisseur de votre viande, ça peut être encore à 1h30, 2 heures, dépendamment aussi comment vous les aimez. Si vous faites 2 heures, elle va se détacher tout seul, là. Vous allez avoir de la misère à la ramasser. Si vous voulez les plus un peu plus fermes, mais qui se détachent quand même assez facilement, vous pouvez y aller avec 1h30, là, je dirais. Parce que c'est sûr que plus ils vont être cuits, plus ça risque d'être sec aussi. Peut-être. C'est ça, exactement. Il faut faire très attention. Et à la toute fin, là, on les ressort, on les enlève de la papillote. Et là, à la toute fin, vous badigeonnez de sauce. Et là, les sauces, j'ai pas de recette pour vous, mais il y en a plein sur les internets. Steven Raichlen a un site qui s'appelle Barbecue Bible, je pense, c'est barbecuebible.com, dans lequel il y a énormément de recettes, mais vous googlez le recette de sauce barbecue, il y en a plein. Sinon, sur le marché, dans votre épicerie favorite, ils se fendent en 4 pour vendre d'excellents produits, de très très bonnes sauces. Alors vous badigeonnez de sauce et vous le remettez 10-15 minutes juste pour faire caraméliser et vous sortez et c'est prêt. Comme vous voyez sur l'écran, je vous montre une que j'ai faite. Là, ça, c'est une demi. Moi, j'en mange jamais une au complet parce que ça fait quand même des bons soupers. Souvent, on va réussir des beaux laquages, par exemple, avec du miel qu'on va mélanger, par exemple, avec de la sauce barbecue. Moi, souvent, mes laquages réussis, c'est avec du miel. C'est comme ça que c'est le meilleur. Tu vois, ça peut être ça. Ça fait que ça, je vous dis au goût. Là, moi, j'aime bien les Kansas, qu'on appelle le style Kansas, là, qui est très... mélasse, ketchup, vinaigre, mais chacun a ses goûts là-dedans, je vous dirais. Alors, vous avez vu mes images. Si vous avez des questions aussi... écoute, on en a l'eau à la bouche, mon cher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Là. Je ne vous l'ai pas filmé, mais je vous assure qu'elles sont délicieuses. C'est une technique que j'ai quand même pris quelques années à développer, donc elles sont très bonnes. Alors, sans plus tarder, on va passer au prochain segment du podcast. François Bernard, le prochain segment est... Série télé, mon cher. Eh oui, on vous avait dit qu'on parlerait de série télé. Alors, cette année, cet épisode-ci, on commence avec une série qu'on a tous les deux adorée. Et comme on vous dit dans le début d'émission, ça représente tellement les quinquas qu'on a décidé de vous parler de Les Mecs. Ah, c'est un incontournable, hein? Absolument, absolument. On est à la 2e saison en ce moment, qui est en train de diffuser sur les ondes de Radio-Canada. Il doit rester 1 ou 2 épisodes actuellement, là, au moment où on se parle, au moment en tout cas, que notre podcast va être en ondes. Voilà. Vous pouvez accéder via l'application ici tout.tv, vous pouvez accéder à tous les épisodes de la première saison, ainsi que ceux qui ont déjà été diffusés de la 2e saison. Si vous avez l'extra, vous avez déjà eu droit à la 2e saison depuis même un mois et demi. Moi, je vous suggère fortement, si vous ne l'avez pas écouté jamais, je vous suggère fortement de le faire. Parle-nous des acteurs un peu qui jouent dans cette série-là. Je pense que ça va vous donner un peu le ton. Ouais. Alors, vas-y. Écoute, d'abord, c'est une série de Riccardo Troggi, disons-le, hein, qui a fait, évidemment, la trilogie, là, Québec-Montréal, et la trilogie, évidemment, là, de 1987. Et, 81, ouais, c'est ça. 81, les trois films. Oui, c'est ça. Alors, donc, on est à peu près dans quasiment le même humour un peu aussi. C'est un gars de notre génération. Donc, il y a beaucoup de référents, en fait, là, si vous êtes de début cinquantaine, là, on a l'âge de Troggi, nous autres, donc on est complètement dans notre univers. Patrice, qui joue là-dedans? Tu peux nous parler de ça? D'abord, il y a le malheureusement mal aimé Christian Bégin, et que moi aussi, j'avais certaines réticences, mais qui là-dedans, mon Dieu, a signé son repentir. Moi, je suis tombé en amour avec son personnage, qui joue le personnage de Christian. Oui, et moi, ça fait déjà quelques années que je lui ai pardonné sa petite sortie à l'époque. Oui, mais honnêtement, il est vraiment très bon là-dedans, je vous le dis. Là, ceux qui seraient un peu réticents, non, ça vaut la peine. Il y a Étienne, qui est joué par Yannick Truesdale. Il y a aussi Normand Dano, qui joue le personnage de Martin, et l'excellent Alexis Martin, qui joue le personnage de Simon. Et Simon, lui, dans le fond, la série, sans vous faire de divulgateur, là, de spoiler, ça commence la série qu'il y a un des amis il y a une séparation dans un de ses amis, et il y a un personnage qui va vivre chez Christian.
Et là, donc, Christian qui a déjà un ado à la maison, tous ceux qui ont un ado à la maison ou qui en ont eu un récemment savent de quoi je parle. Ou en tout cas, il y a un ado qui vient de revenir à la maison. C'est ça, qui vient de revenir. Et là, soudainement, il y a son ami qui est à peine plus actif qu'un ado. On dirait qu'il revit sa deuxième adolescence. Alors, ça donne lieu à des situations, puis vous pouvez imaginer Alexis Martin qui joue le personnage, là, tu sais, vraiment... comment je dirais, tu sais, le gars qui sait tout, là, la culture générale, l'intello, exactement, mais travailler, lui, c'est pas trop forçant, là, ça y tente pas trop. Fait que, tu sais, il prend des petits contrats à gauche, à droite, d'écriture. Oui, de traduction. De traduction, oui, c'est ça, de traduction. Étienne, lui, le personnage d'Étienne a un gym. Et lui, c'est d'ailleurs le plus en forme des quinquas, on le voit tout de suite, il n'y a pas l'air du tout. Normand Dano, qui a une face toujours un peu un babyface, entre guillemets, mais le reste du corps a quand même pris la cinquantaine. Et puis, oui. La petite bédaine. Oui, et puis, je dis ça, mais on s'en moque dans la série aussi. Là, c'est pas, et c'est la même affaire pour Truesdale, hein, donc le personnage d'Étienne, qui est gay, hein, disons-le, là-dedans, et qui en fait les frais aussi... face évidemment à ses amis qui en fait les frais, mais ses amis en font les frais aussi, tu sais, je veux dire, faut pas penser que c'est une série quinquale, faut pas penser que c'est une série qui est misogyne, là, loin de là, au contraire, ça nous ramène des fois des stéréotypes en pleine face, là, justement, de nous dire, hey, réveille, là. Mais tu sais, justement, il fait partie de la gang, puis on est dans son univers, et on vit une peine d'amour d'ailleurs avec un personnage, avec un autre personnage. Donc, il y a toutes sortes d'intrigues, et tu sais, oui, c'est de la caricature, là. On connaît un peu le style de Troji aussi. C'est pas lui qui l'écrit, par contre, j'ai un blanc sur le nom de la personne qui l'écrit, mais c'est très caricatural, là. Je dis pas que c'est des choses qui vont vous arriver dans la vraie vie, là, à tous les jours, mais Christian Bégin, c'est un prof d'université avec son ami donc Simon qui est l'intello. T'as Normand Dano qui lui est en couple, c'est le seul de la gang qui est en couple pendant 2 saisons. Et en tout cas, il est en couple, mais c'est un rebondissement. C'est ça. On voit les tensions un peu du vieux couple, justement. Et puis d'ailleurs, sa conjointe qui est jouée par, mon Dieu, j'ai un blanc sur son nom, mais c'est Nathalie Mallette. Sa conjointe qui est jouée par Nathalie Mallette est excellente, là. Écoute, moi, je la trouve... elle jouait, elle, dans Kilomètre-heure, ça va. Pas dans Kilomètre-heure, Histoire de filles. Une vieille série pour les quinquas, là, vous avez connu ça. Ça, en tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment génial là-dedans. Puis, je trouve qu'il y a une belle chimie entre les personnages. Dans le fond, ils ont leur lieu où ils se retrouvent régulièrement, qui est leur bar à vin. Dans le fond, ils se retrouvent dans le bar à vin et c'est là qu'ils vont avec la barre. Ils ont chacun d'ailleurs toujours la même place. Toujours assis à la même place. Ils sont toujours assis à la même place. Même quand ils sont aux urinoirs, aux toilettes, ils ont chacun toujours la même place aussi. Donc c'est assez... du comique de situation, du comique de mots, bien sûr, beaucoup là-dedans. Là, mais... Oui, mais c'est efficace. Effectivement, c'est du comique de situation. Écoute, si je te dis la machine à café... Ah oui, c'est un running gag depuis le premier épisode et encore à la fin de la dernière saison où, en fait, ils finissent par changer la machine à café. Il y a vraiment des choses là-dedans qui sont des thématiques qui récurrentes. Puis en tout cas, le canot, l'épisode pas du kayak, le kayak ou du canot, je ne me rappelle plus, en tout cas dans le milieu. Magnifique. Non, mais les pensions alimentaires. Je veux dire, on n'a pas essayé d'être politically correct et d'arranger le tout et d'être à la mode, par exemple, avec justement, tantôt je parlais d'Étienne qui est gay. Je veux dire, on va y pousser des cracks là-dessus. Mais effectivement, donc on est dans les pensions alimentaires, dans... toutes sortes d'histoires de tromperie, de coucherie. Hein. Le sexe prend quand même une place importante. Oui, quand même. Beaucoup. On en abuse peut-être même un peu, mais bon, de temps en temps, c'est très, très drôle. Là. À un moment donné, un des derniers épisodes que j'ai écouté, parce que moi, j'ai pas fini, il m'en reste... je suis ce qui se passe à la télé actuellement, là, mais à un moment donné où... Simon est avec son ex et lui, il parle des années de couple qui ont été, puis il parle des années de merde, ou je sais pas trop, là, mais bon, écoute, on a eu un fou rire. Ma conjointe et moi, pendant plusieurs minutes, on a été obligés de mettre ça sur pause, puis écoute, on s'en ça, c'est impossible. C'est impossible que vous ne riez pas dans cette série-là. Là. Puis là, c'est pas seulement pour les quinquas. Je veux dire, vous avez 40, vous avez 35 ans, vous avez assez de vécu, assez de recul pour comprendre l'humour là-dedans. Là,
C'est ça, ils ont rien inventé, là. C'est vraiment du comédie de situation, mais c'est drôle, c'est bien fait, c'est efficace. Christian Bégin pogne les nerfs à plusieurs reprises. Il est professeur, comme je le disais tantôt, il va rencontrer son recteur parce que, bon, évidemment, le programme change au fil des années et puis là, ben, il faut qu'il coupe des lectures qui sont des classiques, là. François Bernard, tu nous as nommé tantôt des auteurs, il y en a peut-être quelques-uns que ça passerait moins bien aujourd'hui, là, tu sais, de ce qui veut pas, la vie a changé, ça fait que lui, c'est dans le fond, c'est ça, c'est l'histoire de 4 quinquas qui doivent s'adapter au monde qui change. Il y a personne qui va pleurer pour eux autres, là. Il y a personne qui fait pitié là-dedans, là, mais c'est justement, c'est d'une comédie, il faut le voir comme tel. C'est très drôle. Juste quand Christian doit se présenter à l'hôpital puis qu'il rencontre toujours la même préposée. C'est oui, ça c'est très solide. Il devient viral avec ça, c'est très bon. C'est magnifique. Mais toi, Patrice, tu te reconnais vraiment dans cette série-là? Ben, je me reconnais. On reconnaît tous, je pense, un peu quelques-uns de nos travers. Là, sans, tu sais, on peut pas dire qu'on se reconnaît que moi je suis tel personnage ou tel autre personnage, mais j'ai des petits côtés Simon là, dans ma vie. J'ai des petits côtés Christian. Peut-être moins Étienne parce que j'ai pas de gym, je suis pas très actif, je suis pas très en forme, puis donc tu sais, je veux dire, je suis moins, tu sais, c'est moins proche un peu de moi, mais j'ai aussi des côtés de Martin, de personnage Normand Dano avec sa vie de couple, avec Normand Dano avec sa froc de cuir puis son casque de moto. Ça c'était tordant cette année-là. Mais là avec Steak, toutes les mésaventures avec Steak, l'histoire, en tout cas, regarde. Quand tu dis que t'as un tes chum qui s'appelle Steak, là, ça en dit long. Non, à voir. Franchement, de recommandation, on donne combien d'étoiles, mon François Bernard? Bon, écoute, je sais pas, mais écoute, moi, j'espère qu'il y aura une 3e saison, puis écoute, moi, je donne... mettons un 4.5, là, mais écoute, solide, là. Ah, facile. Je sais pas combien tu donnes, toi. Ah oui, moi aussi, je suis à 4.5, là, dans ces eaux-là aussi, honnêtement, oui. Eh bien, c'est maintenant là, dans notre segment, il y a de la boisson! Ça, François Bernard, c'est notre segment préféré. Absolument, Patrice. Écoute, puis après un petit segment à Québec la dernière fois, ben on s'en vient du côté donc du Saguenay-Lac-Saint-Jean, précisément à Alma, et j'ai le plaisir de recevoir, écoute, mon ancien étudiant Sébastien Moras. Bienvenue, Sébastien. Hey, notre premier invité, Sébastien, bienvenue dans les quinquas. Oui, écoute, nous autres, au collège d'Alma, regarde, on forme du monde de même, puis ils font des microbrasseries, c'est génial. Le cégep d'Alma est une excellente place pour se former pour boire de la boisson. Ça, semble-t-il. Bon. Former la relève, très important. Écoute, moi, je vais juste faire peut-être une petite présentation. D'abord, Riverbend, c'est un quartier d'Alma que moi j'habite. En fait, c'est un petit quartier anglais qui a été fondé donc à la fin des années à peu près à la fin des années 1920, là, 1926, 27, 28, dans ces années-là. C'est ça. Donc, la brasserie, donc Riverbend, était avant tout près, en fait, du quartier ici. Là. Ils ont déménagé un peu l'an passé. Sébastien va nous en parler tantôt. Sébastien, je commençais avec ça un peu. C'est quoi l'historique de l'entreprise? Puis, en fait, c'est quoi la philosophie aussi de cette microbrasserie-là? Yes, Riverbend, c'est une microbrasserie qu'on a décollée en 2015. Donc, on vient tout juste de fêter nos 6 ans. Donc, c'est ça, on a décollé ça en 2015 dans le parc industriel nord de Dalma, justement à côté du quartier Riverbend. On s'est toujours inspiré, moi je suis un grand fan de l'histoire et entre autres de l'histoire de la bière, évidemment. Donc c'est de là qu'on s'accrochait aussi. Le côté historique, donc le quartier qui est un quartier patrimonial, la brasserie qui va utiliser, à l'époque on utilisait des images historiques, on a brassé des styles aussi, surtout dans nos débuts, qui étaient beaucoup plus basés justement sur des traditions brassicoles, surtout anglaises. Donc des brown ale, des choses comme ça? Oui, des pale ale, bitter, des bitter, oui. Des IPA, Scotch ale, donc tous des styles à prédominance anglaise.
anglais plutôt. Mais, donc, on s'est beaucoup inspiré de ça. Puis après ça, ben, on s'est mis à faire plusieurs déclinaisons de tout ça, puis à commencer à s'éclater. Fait que voilà pour notre petite histoire. On commence toujours en suivant un peu la recette, puis après, un coup qu'on commence à maîtriser notre sujet, là, on se laisse un peu aller. Si je comprends bien, c'est un peu ça que vous avez fait. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, c'est qu'on a adapté aussi notre modèle d'affaires. Tu sais, au départ, on s'attendait, nous autres, à brasser comme entre 4 et 6 bières. That's it. Oh, okay. Juste faire ça. On était une microbrasserie industrielle, tu sais, donc pas de brewpub, donc on s'est dit, nous, on va focusser, on va faire une production plutôt assez réduite, on va en brasser moins, mais on va bien les brasser, on va travailler nos choses. Mais je dirais qu'à peu près 3 mois après notre ouverture, là, il y a eu ce qu'on appelle la folie des nouveautés dans le monde de la bière. Donc, les clients qui s'en allaient dans des dépanneurs à bière, des endroits comme ça, ben, la première question qu'ils posaient aux vendeurs de bière, c'est quoi que tu as de nouveau? Fait qu'à un moment donné, si le client, ça fait 6 fois qu'il boit nos bières, il a bu nos 6 différentes, là, il a fait le tour. Et moi, j'ai travaillé dans d'autres micros aussi, parce qu'on faisait énormément de styles différents, beaucoup de styles éclatés, de créativité, etc. Donc, je m'en suis pas plaint aussi, je te dirais. Donc, j'aime bien le côté créatif de la production de la bière. Je suis issu du monde créatif de la musique. Fait que c'est là qu'on s'est mis à éclater nos styles, puis à faire de la nouveauté, puis à créer toutes sortes de nouveaux produits, etc. Donc, on s'est adapté au marché. Puis ça nous a bien servi. Tu dis on, est-ce que c'est. Je pense que c'est toi qui es le propriétaire puis le maître brasseur, mais j'imagine que donc tu avais de la compagnie là-dedans. Là. Vous étiez quelques-uns. Oui, exactement. Là, dans les fondateurs qui sont toujours actionnaires de l'entreprise, mon frère Jean-Philippe, puis ma conjointe Audrey. Eux autres étaient goûteurs, si je comprends. Oui. Quand on a décollé l'entreprise, ces deux-là ont travaillé. Au sein même de l'entreprise. Mon frère finissait son cours en ingénierie pendant qu'on faisait notre première année. Donc, il a travaillé 3 ans pour Riverbend. Puis, à un moment donné, bon, ben, il a voulu quand même, tant qu'à avoir fait un cours d'ingénieur, ben, il a voulu aller tester ça un peu aussi, là, voir le devenir, en fait, officiellement. Ben oui. C'est quelle année vous avez commencé ça officiellement? Ça a débuté, ça a ouvert en quelle année? En 2015. Nos premiers produits qu'on a vendus, là, c'est le 10 décembre 2015 qu'on a vendu nos premiers produits. On s'en rappelle, hein? Les dates-là, on n'oublie pas ça, ces dates-là. On n'oublie pas ça, puis on a eu un accueil qui était complètement hallucinant. Là. C'était fou raide. Puis là, tu me dis, à ce moment-là, vous aviez 4-5 bières là, dans le... On avait 2 bières quand on a ouvert les portes. Là, on a brassé vite, go, 2 bières de prête, la pale ale, la bitter. On a déposé ça là, ça a disparu. Pouf! Est-ce que tu considères que c'est encore vos spécialités, entre guillemets? Mettons, ce soir, je vais vous donner un scoop, mais on va déguster la bitter rouge, justement. Est-ce que c'est considéré pour toi, mettons, là, si je te demande... C'est quoi, toi, ton produit dont tu es le plus fier? Je te donne un exemple. Ici, c'est chez BG, Brasserie Générale. Si tu demandes au brasseur, il va te dire c'est ses stouts. Lui, il est fier de ses stouts, puis avec raison. Ouais. Mais j'imagine, on a tout en tant que maître brasseur, c'est sûr que c'est tous tes bébés, mais il doit y en avoir peut-être quelques-unes que tu dis, ouais, celle-là, je suis particulièrement content. J'en ai quelques-unes qui sont mes coups de cœur à moi, qui reviennent tout le temps. Mais comme je me place souvent à dire, c'est que j'ai pas de style ou de bière préférée, mais j'ai des moments préférés pour prendre une bière en particulier. Ah, ça c'est bien. Mais Sébastien, tu dois aimer ta bière affinée en fût de gin Saint-Laurent, là. Ta gauze. Ah, tout à fait. Je suis un gros fan de j'adore les barriques de chêne. Je suis un gros fan cette bière-là est assez incroyable. Ouais, c'est vraiment une bière gastronomique, là. On dirait qu'à chaque gorgée que tu prends, ça goûte jamais la même affaire. C'est complètement éclaté. Ça, c'est un produit que vous avez régulièrement ou c'est plus tu le fais saisonnier parce que vieillir en barrique, souvent, c'est plus rare? Saisonnier. La gauze au gin, on l'a quand même assez régulièrement puisqu'on achetait, là. C'est un produit qu'on va peut-être faire de moins en moins, mais on en a encore une couple de plus pour les prochains mois, années, là. Okay. On a encore de la... Ça dort dans un petit coin. Une gauze l'été sur le bord de la piscine. Moi, personnellement, quand tu parlais de moments avec une bière, là, j'aime bien ça. C'est particulier. Sébastien,
on se forme où quand on veut devenir brasseur au Québec? Je sais que tu as travaillé entre autres un peu à Micro du Lac à un moment donné, mais ta formation vient de quel endroit? C'est formé par toi-même ou ça s'est fait comment? Moi, mon historique de bière, c'est que ça a commencé au cégep d'Alma. On a commencé, on était 3 chums, on s'est mis à brasser de la bière ensemble, surtout pour des raisons économiques. Donc, on s'était acheté un kit de bière chaque. Puis ça prend à peu près ça, 2 à 3 semaines de faire une bière. T'sais. Fait qu'on pouvait brasser une bière par semaine. Fait que là, toutes les semaines, on avait une bière de prête tout le temps. T'sais. On savait jamais trop quel pourcentage d'alcool ça avait. Et des fois, on se faisait pincer dans le coin. Là, ouf, on l'a échappé quelques fois. Donc ça a été mes premières, mes premiers pas dans le monde de la bière. J'avais aucune idée, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Là. On partait des canisses là, de mélasse, là, puis écoute, du mou, là. C'était purement économique. Après ça, avec le temps, je suis déménagé à Montréal, faire mes études, mon bac en musique. Et là, avec un autre de mes amis, on s'est dit, hey, ça serait le fun de recommencer à faire de la bière un peu. Fait que là, on a recommencé à faire de la bière. Parallèlement à ça, je me suis mis à travailler au Dieu du ciel. Oh, ok, quand même. C'est un bon background, ça, là. Je suis rentré là comme cuisinier. C'est un sideline à mon métier de musicien et d'étudiant que j'avais. Fait que j'ai commencé là comme cuisinier. Puis bon, je me suis mis à poser des questions, justement, vu qu'on avait recommencé à brasser. Puis on voulait. Là, on avait plus l'intention de comprendre un peu ce qu'on faisait. Puis de le faire. Plus avec une optique de faire de la bonne bière, que juste faire du jus qui te met chaud. Fait que je posais beaucoup de questions aux brasseurs sur place. Puis un moment donné, de fil en aiguille, il y avait un brasseur qui était plus âgé, eu des problèmes cardiaques. Puis là, ça faisait 2 ou 3 mois qu'il n'était pas de retour. Puis il avait confirmé qu'il n'allait pas revenir. Puis je me rappellerai toujours de ce journée-là où Luc Lafontaine, le brasseur chez Dieu du ciel, m'a dit... Puis toi, la musique, comment ça va? Ça, c'est tranquille, c'est en site. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, il dit, je t'aime bien, t'as l'air à aimer ça, puis je serais prêt à te prendre sous mon aile, puis à tout te montrer le métier, puis à t'apprendre ça. Fait que moi, en travaillant déjà chez Dieu du ciel, je voyais les gens venir porter leur CV, pour devenir brasseur, puis tout le monde se faisait revirer là, parce qu'il n'y a vraiment pas un gros élément personnel chez Dieu du ciel. Fait que j'ai sauté sur l'occasion, j'ai eu la piqûre, je suis devenu un mordu, j'ai acheté des livres, il fallait que je fasse une demi-heure, 45 minutes de transport en commun pour me rendre chez Dieu du ciel, fait que je lisais tout le long, puis quand j'arrivais à la job, j'étais bien crinqué avec ma liste de questions, ça de longue, hey, je lisais ça, comment c'était, fait que là, j'ai vraiment tout appris, Luc m'a vraiment montré, il y avait un livre ouvert avec moi. Oui, parce que Dieu du ciel, c'est ça, ils sont réputés, c'est une des micros au Québec qui a beaucoup de popularité, là, qui était dans les premières de cette vague-là, justement, la nouvelle vague des micros, là, ça a été... Moi, je travaillais au brewpub, fait que tu sais, c'est là qu'on brassait le plus de variétés, fait que c'est là que j'ai eu vraiment la chance de brasser plein de styles différents, plein de styles éclatés, avec des fruits, des bières sûres, des bières anglaises, des bières allemandes, tout. J'ai fait vraiment... tous les inventaires de bières là, presque possibles là, que j'ai eu l'occasion de brasser là. Puis j'ai été 2 ans chez Dieu du ciel. Puis après ça, la Micro du Lac m'a approché. Puis moi et ma blonde, on est tous les deux originaires de la région. Donc, puis on venait d'avoir notre premier enfant. Puis là, on s'est dit, belle occasion pour revenir en région. C'est ça a été une belle occasion. Donc on est revenu. J'ai été brasseur en chef à Micro du Lac pendant 4 ans. De 2011 à 2015. Et après ça, 2015, on a décollé Riverbend. Wow. Donc, je suis brasseur depuis 2009, là, professionnellement. Bon, écoute, sur ça, moi, je propose qu'on commence avec, justement, ta biteur rouge. J'imagine que tu vas nous suggérer de commencer avec celle-là, de toute façon. Tout à fait. Mais ça donne soif à parler, fait que je suis bien d'accord avec ça. Pourquoi on a choisi la biteur, entre autres? Je vais juste faire un petit... parce que, en fait, dans mon nouveau roman, dans Féminicide, Nick Jarvis... qui est un athlète de pointe en triathlon, qui essaie de faire attention à sa shape sa shape de course, de nage puis de vélo, il s'est trouvé une bonne bière avec juste 3,8% d'alcool. Une bière, donc, évidemment, c'est le pourcentage d'alcool qui crée un peu le nombre de calories. Hein. Puis quand on est un athlète,
souvent, les petites bières à 3-4%, ça goûte à rien. Bon, là qu'on va. C'est là que je vous présente la bitter. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi qu'on goûte cette bière-là, parce que elle est importante pour moi, en fait. Là. Puis, c'est pas mal ma petite rousse préférée. Là. Effectivement, 3,8%, ça, c'est super, parce que pour commencer avec une petite bière dans l'après-midi, tu commences avec une grosse NEPA à 9%, ça se peut qu'à 5h30, tu sois un petit peu moins fringant. Donc, oui, tout à fait. Bon. Donc, ça, tu vas nous la décrire, Sébastien? C'est la première variété de bière qu'on a brassée chez Riverbend. Donc, lapsus un peu sur le nom de brasserie. Donc, le premier produit qu'on a brassé. Donc, une bitter, c'est un style anglais, donc une bière rousse d'inspiration anglaise. On a vraiment un beau petit côté très légèrement caramel. Malgré ses 3,8% d'alcool, c'est pas une bière qui est aqueuse, là, quand même, ça a quand même du corps, ça a du goût, on a encore l'impression de boire de la bière, vraiment. Oui, on sent bien les petites notes de caramel, mais c'est très frais. Souvent, les rousses, c'est caramel beaucoup, alors ça devient un peu lourd, mais celle-là reste quand même assez légère, assez fraîche. Oui. Puis il y a souvent beaucoup d'amertume dans ces bières-là aussi. Puis celle-là, moi, ce que j'aime, c'est qu'on en a pas trop. Donc c'est une bière, moi, que je prends fréquemment. Ouais. Je veux dire, je peux prendre ça, là. Je veux dire, tu sais, souvent, on se dit une bière d'un. Tu sais, avant ça, on disait une bière d'un micro. Quand on a pris une ou deux de chaque sorte, c'est pas pire. Mais celle-là, moi, je suis capable de partir de dessus pendant un bout, là. C'était mon but. En déconnant Riverbend, on s'est beaucoup démarqué, nous, par des bières faibles en alcool. Parce que moi, je me disais tout le temps, maudit, je suis tanné, parce que là, on se projette là 6 ans, en arrière de 6 ans. Là, écoute, c'est une éternité dans le monde de la bière, tellement qu'il se passe de choses. Là. Puis, on était encore beaucoup dans les bières belges, les bières extra fortes, là, dans les 7, 8, 10% et plus. Puis j'avais beaucoup de difficultés, moi, en tant que consommateur de bière de micro, à me trouver quelque chose que je peux boire toute la soirée sans avoir besoin nécessairement des compter ou de prendre 12 verres d'eau pour être certain de ne pas finir en diagonale ma fin de soirée. Mm-hmm. Fait que quand on a décollé Riverbend, on a fait brasser beaucoup ça de style faible en alcool. T'sais, notre session IPA, c'est 3,1% d'alcool. La Pale Ale, 4,8%. Ah, ouais, faites la session en plus, c'est bien ça. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment dans la bitter, dans le fond, vous allez chercher l'amertume avec des houblons ou c'est une autre technique? Oui, ben tu sais, c'est sûr que oui, c'est toujours avec le houblon que l'amertume dans la bière va provenir. C'est sûr que bitter, c'est un nom historique, ok, qui démarquait la bière de la voyons, j'ai gruette en tête là, mais avant, la bière était faite avec des herbes, des épices. Okay. C'était pas fait avec du houblon. Okay. Mais la bitter, donc, en utilisant le houblon, la bière devenait plus amère que son ancêtre, dont là, j'oublie le nom, tout ça par exprès. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle bitter. C'est pas parce que c'est amer, parce que c'est vraiment ça que ça veut dire, le mot bitter. C'est ça. Je pensais que ça venait de là, d'ailleurs. Ouais, donc c'était vraiment pour différencier ces deux styles-là. Parce que moi, dans la bitter, tu as la bitter, la spéciale bitter, puis l'extra spéciale bitter, puis là, on grimpe en pourcentage, là. On est donc, le houblon, ça aurait été une des premières fois qui aurait été utilisé, même avant la IPA. Parce que la IPA, si ma mémoire est bonne, et là, c'est toi qui vas pouvoir me corriger, si ma mémoire est bonne, la IPA, justement, c'était son houblon qui faisait qu'elle se transportait, elle se conservait mieux pendant le transport vers les Indes, d'où le nom India Pale Ale. Exactement, c'est que pour la IPA, il y avait des barriques. Évidemment, le stainless n'existait pas à cette époque-là. Là, on est fin d'année 1800, là, 1850, 1875 à peu près. Et là, les Anglais avaient conquéri l'Inde. Donc, il y avait des soldats anglais en Inde. Fait que là, les brasseurs anglais envoyaient de la bière en Inde pour garder le moral des troupes à un niveau supérieur. Et le houblon est reconnu comme étant un agent de conservation. Donc, dans les barriques en bois qui étaient dans la cale du bateau, bon, ils mettaient la bière dedans puis ils rajoutaient du houblon dans la barrique. Fait que ces militaires-là, lorsqu'ils revenaient en Angleterre, ils voulaient retrouver ce goût de bière-là. Et c'est là que les brasseurs, ils se sont mis à réadapter leur recette de bière pour faire des bières plus amères, plus houblonnées.
pour plaire. Et je sais que les Anglais voulaient rien savoir de ça, c'était vraiment réservé à l'exportation, parce que justement l'amertume, ils trouvaient ça un petit peu plus raide. Oh. Et moi, je parlais à des brasseurs d'ici de la région qui me disaient que si tu leur avais dit il y avait 5-6 ans que le monde s'arracherait des IPA, ils t'auraient probablement pas cru. Tellement ça les a un peu surpris parce que c'était une bière que les gens n'étaient pas nécessairement habitués, mais avec aussi l'arrivée des New England IPA qui sont beaucoup plus sur le fruit, ça a peut-être changé la donne aussi, j'imagine. Ouais, tout à fait. C'est sûr qu'on aime ou on n'aime pas les IPA. Hein. Il y en a qui détestent complètement ou on aime ou on n'aime pas. Je pense que c'est un apprentissage. Ouais, je pense que c'est ça. C'est quelque chose qui s'apprend à se déguster. On dirait que je pense que je connais pas grand monde que leur premier contact avec une IPA a été vraiment heureux. C'est surprenant tout le temps, la première gorgée. Surtout si tu pars de la Budweiser à une IPA, ça se peut que la marche soit haute un peu, j'avoue. Là. C'est sûr. Ouais. Mais si tu pars de bitter comme ça, si tu bois ça, ben écoute, quand tu prends une IPA après... Puis encore là, des IPA, il y en a, ça aussi, c'est une vaste gamme de choix. Là, je veux dire, t'en as que c'est vraiment plus sur l'amertume, t'en as qui sont plus sur le fruit. Encore là, ça dépend à quel moment on introduit le houblon, si ma mémoire est bonne là, de ce qu'on m'a dit. Exactement, oui. Je trouve ça vraiment, moi, fantastique ce qu'on arrive à créer aujourd'hui comme sorte de saveur de bière. Les bières sûres non plus, c'est quelque chose qui n'existait pas, ça, il y a quelques années. En tout cas, au Québec, on n'avait pas de ça. Et aujourd'hui, toutes les brasseries en font avec des fruits. Ça va chercher des nouvelles clientèles, des gens qui n'aimaient pas du tout la bière. Je pense à ma blonde, là. Tu n'aurais jamais fait boire une bière il y a à peine 7-8 ans. Là. Puis à un moment donné, je l'ai amené au Festibière. Tu dois connaître le Festibière à Québec, Sébastien? Oui. Je l'ai amené faire un tour là, puis écoute, elle a capoté. Elle a fait des découvertes. Et puis depuis ce temps-là, à chaque fois qu'on va à l'épicerie, on y va ensemble, dans nos dépanneurs spécialisés, acheter nos bières de micro là, parce que j'ai fait une fan grâce à ça. Ça fait que c'est accessible à tout le monde, le micro. C'est juste, faut y aller en commençant par quelque part. Si tu en trouves une qui te plaît, ça peut être une blanche. Hein. Les blanches, c'est assez accessible aussi. Là. Parfait, oui. Est-ce que vous en faites chez vous? Est-ce que vous en faites? Ou t'en as-tu on fait une blanche à la clémentine avec cardamome et écorce d'orange. Oh, ça doit être très bon, ça. Moi, je vais passer un message. Là. Nous autres, on était vraiment des fans de la blanche du 150e. C'est ça, du 150e? Oui, 150e. Vous avez arrêté de la produire, malheureusement, mais c'était notre blanche préférée à un moment donné. Là. 150e pour la fête d'Alma, j'imagine? D'Alma, oui. Ah, OK. Oui, la bière officielle du 150e de la ville d'Alma. Ouais. Bon, si on passait à notre prochaine dégustation, j'aimerais juste amener le fait que ça contient ceci. Et là, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais ceci, c'est des champignons. Et c'est des champignons sauvages cueillis à la main par notre ami François Bernard ici. Alors, si je tombe raide mort d'ici la fin de l'épisode, vous saurez qui appeler. Faites le 911. Non, mais peut-être juste une petite mise en garde. Évidemment, on ne fait pas de blague avec les champignons. Le champignon qu'on s'apprête à... En tout cas, qui a servi à faire la prochaine bière, donc c'est un lactaire à odeur d'érable. C'est pas un champignon qui est vraiment... comment je pourrais dire? Qui est vraiment réputé... très bon comestible. C'est plutôt un champignon qu'on va utiliser comme... donc, c'est pas un champignon qui est nocif, c'est pas un champignon qui est toxique du tout, sauf que c'est un champignon qu'on va souvent utiliser en condiment. Donc, on va l'écraser au mortier, on peut le mettre dans des desserts, dans des tartes au sucre ou ce genre de choses-là. Donc c'est ça, c'est pas souvent un champignon qu'on va manger comme ça, qui n'a pas une grande valeur comestible. Quoique j'ai des amis, moi, maintenant, qui le consomment au déjeuner pour donner un petit goût d'érable dans leur assiette. Là. Mais donc, ce que je trouve génial, c'est que Sébastien et sa gang ont mis ça dans une bière. Donc, Sébastien, parle-nous un petit peu, justement, de comment vous avez fait, comment vous avez eu cette idée-là et comment vous en trouvez assez pour faire des productions de bière aussi, parce que bonne question. C'est pas un champignon qu'on trouve partout comme ça. Là, je veux juste dire aux auditeurs et aux spectateurs que ça sent vraiment le sucre d'érable. Là. C'est vraiment impressionnant. Et puis c'est un champignon qui n'a aucun rapport avec l'érable, en tout cas pas à ce que je sache, mais ça sent vraiment. Est-ce que peut-être ça pousse sur les érables? Non, pas du tout. Non. Alors, Sébastien, qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là, justement, d'utiliser ces champignons-là? Donc, cette idée-là provient de ma conjointe, Audrey, qui est une fan de champignons, une mycologue, qui adore faire la cueillette, etc. Donc, un moment donné, elle a dit, bon, ben, il existe un champignon, elle me sort ça, il existe un champignon qui goûte l'érable, on devrait faire une bière avec ça. Bon, OK.
let's go, on fonce. Fait que, elle nous a trouvé une quantité appréciable de champignons. Et puis, voilà, on a brassé cette bière-là. Puis c'est ça qui est hallucinant, c'est que il y a vraiment zéro produit de l'érable dans cette bière-là. Zéro Winbar. C'est à se jeter à terre. Écoute, j'ai même pas pris. J'ai juste ouvert j'ai mis dans mon verre. Ben oui, on fait juste ouvrir la canette puis ça sent. Hein? Ça sent plein et pour les gens qui peuvent pas nécessairement sentir exactement ce qu'on sent, ça sent vraiment le biscuit à l'érable. Imaginez mettre le nez dans une boîte de biscuits feuilles d'érable. C'est exactement cette odeur d'érable-là. Oui, tout à fait, t'as raison. Ça se rapproche vraiment de l'odeur. Et même le goût d'ailleurs de la bière, elle va aller chercher un petit côté sucré vraiment. C'est assez méprendre. Si tu me le dis pas, là, moi je te dis qu'il y a de l'érable là-dedans. Là. C'est sûr et certain. Oui. Ah non, c'est sûr. Puis c'est ça l'avantage, c'est que normalement, des bières dites à l'érable, ben l'érable, c'est du sucre. Hein? Fait que c'est quoi la fermentation? C'est des levures qui mangent du sucre. Donc, c'est souvent le problème des bières à l'érable, c'est que on va mettre de l'érable dans la bière, puis la levure, elle va manger les sucres, puis après, ben, il reste plus grand-chose du goût de l'érable. Souvent, sinon, les bières mettre des produits chimiques peut-être pour tuer exactement. Souvent, les bières qui sont dites à l'érable puis qui goûtent vraiment l'érable, là, c'est parce qu'il y a des arômes qui ont été ajoutés là, d'érable. Okay. Dans ce cas-ci, ben, c'est ça que ça nous a permis de contourner le problème. Donc, on a vraiment un champignon qui, lui, ce champignon-là, c'est qu'il y a la molécule aromatique de l'érable. Tu sais. Donc, c'est ce qui fait que... Mais n'a pas le sucre. Exactement. Puis c'est ce qui donne un peu aussi un petit côté, quand on goûte la bière, là, on peut vraiment trouver le petit côté un peu terreux, là, un peu terre. C'est ça qui est vraiment provient du champignon même, là, c'est ce petit goût-là. Ça goûte un peu le champignon d'ailleurs aussi, là, un petit arrière-goût de champignon. Ouais, c'est vrai. Ça goûte effectivement un petit goût terreux, comme tu dis. Je trouve que la sphène un peu aussi, hein, un peu la sphène, là, la mousse, là, quoi que j'ai jamais mangé énormément de mousse comme ça, là, mais à part de la mousse de bière, mais ça a un goût, une odeur de sphène, là, parce que c'est un champignon qui pousse quand même dans des milieux assez humides généralement, donc qu'on retrouve surtout, je dirais, à partir du mois d'août, là, septembre-octobre, là, et assez facilement. Donc souvent pour trouver les champignons, ben, on les trouve avec nos yeux. Celui-là, il y a comme une faculté de plus, c'est-à-dire que quand on se promène dans le bois, des fois on va dire oups, il y a un lactaire à odeur d'érable pas loin, là, où il y a une talle pas loin de lactaire à odeur d'érable. Là. On le sent là, juste en se promenant dans les bois. Là, c'est assez. Puis c'est un champignon qui est assez facile quand même à reconnaître quand on le connaît. D'abord, c'est un lactaire, donc c'est un champignon qui, sous le chapeau, dans les lames, on va retrouver souvent comme des petites gouttes de lait. Là. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle un lactaire. Donc un lactaire, c'est comme des petites gouttes de lait un peu dans les lames, ou lorsqu'on le coupe en fait. Là. Et ben c'est ça, donc c'est un champignon super intéressant puis un méchant beau produit. Patrice, comment t'aimes ça? Écoute, j'adore la bière. Et pour une Scotch Ale, moi je suis habitué à avoir justement des produits qui sont très sucrés, très lourds, souvent alcoolisés au-dessus de 10%. Nous autres, vous êtes à 7,7. C'est quand même beaucoup plus que notre première bière. On s'entend qu'on t'en prend pas deux puis tu prends ton char tout de suite après, mais tu sais, c'est quand même dans le raisonnable pour une Scotch Ale. Moi, c'est ce que j'ai... Tu sais, les Scotch Ale, là, ça, tu te gardes ça fin de soirée sur le bord du feu l'été ou l'hiver, encore là, en train d'écouter ta petite dernière bière avant d'être couché, là, tu te finis comme il faut avec une Scotch Ale. Parce que on appelle la cogneuse. C'est ça, exactement. Soit une Stout ou une Scotch Ale. Moi, je préfère les Scotch Ale parce que oui, ça a un côté sucré, mais ça a quand même un côté assez alcoolisé intéressant. Les Stout dessert, qui est la nouvelle mode, moi, je suis un peu moins parce que c'est comme trop sucré pour moi, pour mes goûts à moi. Certains vont adorer ça, mais celle-là, je la trouve justement, tu as un bel équilibre entre le nez qui est... L'odeur, t'as vraiment au nez, t'as du sucre, mais au goût, pratiquement pas. Puis t'as le côté terreux qui est très intéressant. Franchement, c'est un produit à déguster, les amis, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus. Est-ce que vous en vendez un peu partout au Québec, celle-là? Oui, tout à fait. Oui, distribué pas mal à la grandeur du Québec. Surtout, cela va se retrouver surtout dans des dépanneurs spécialisés. Donc,
Parce que j'ai été allé ici, en tout cas à quelques-uns que je connais, mais je n'avais pas réussi à mettre la main dessus. Mais nous autres, il était en train d'écouler encore vos anciennes couleurs de canettes. Fait que j'imagine qu'il avait poursu les nouvelles livraisons. Mais c'est quelque chose un produit que je vais essayer de me garder. Je vais essayer de m'en garder un au frais tout le temps parce que c'est très intéressant comme produit, franchement. Écoute, pour être franc avec toi, Sébastien, François Bernard m'avait parlé de cette bière-là. On était en train de parler de faire un podcast. On en a parlé longtemps avant de passer à l'action et il me parlait déjà de cette bière-là. Donc, on la voulait vraiment dans nos premières dégustations. On voulait en parler. Puis c'est vraiment le fun qu'on ait pu le faire avec toi parce que c'est le fun d'entendre les gens qui l'ont préparé, ces choses-là, nous en parler. Moi, je peux t'en parler comme amateur, mais c'est le fun d'avoir la personne qui l'a brassé, qui t'explique un peu. Puis, oui, je voulais savoir, François Bernard, tu as demandé comment il réussit à s'approvisionner. C'est une bonne question. Comment vous approvisionnez? Vous en faites pousser? Non, je les paye. Oh. N'est-ce pas? Et ça coûte une beurrée. Donc, T'as des gens que tu mandates pour les ramasser ou tu t'achètes ce que tu peux trouver partout un peu au Québec ou quoi? Ouais, c'est ça. Souvent, à date, on était assez chanceux. On n'a pas eu besoin d'acheter énormément de producteurs différents. On a été quand même capable d'avoir des contacts là, assez. On a été chanceux de trouver les bons contacts parce que tu sais, on achète déjà, on fait déjà. On achète déjà des algues cueillies à la main dans le Saint-Laurent. Donc, tu sais, on a une approche très, 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 très locale dans notre microbrasserie. Tous les fruits proviennent d'à peu près une demi-heure de la micro qu'on utilise. Fait que, tu sais, on a réussi à se trouver, là. Fait que, d'habitude, là, ils proviennent soit de la Côte-Nord, puis dans cette batch-là, ils proviennent de la Gaspésie. OK. Parce que ce qui est le fun avec les champignons, en fait, c'est qu'ils repoussent toujours à peu près aux mêmes places. Là, donc, je dirais, donc d'année en année, tu retournes aux mêmes places puis tu vas retrouver ta talle. Donc, c'est pas mal. Ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, évidemment, quand les conditions climatiques s'y prêtent, parce qu'il y a des années où on trouve pas grand-chose. C'est ça. Mais bon, c'est fou, hein, parce que moi, quand on reçoit ça à micro, le lactaire, là, c'est dans une boîte en carton, dans des sacs sous vide, puis écoute, là, la boîte, elle sent. Ça sent pareil. Ah ouais. C'est débile, là, tu sais, là. Ça a réussi à sentir au travers le sac sous vide, au travers la boîte de carton, tu sais. On le sait, là, on n'a même pas besoin d'ouvrir la boîte, on le sait que les lactaires sont dans la boîte, là, tu sais. c'est fou. Mais ça fait un produit qui est unique, ça fait un produit qui est intéressant à cause de ça. Ça vous fait une belle marque de commerce, je trouve. Écoute, Sébastien, on va être obligé de se laisser, c'est tout le temps qu'on a, mais ça a été vraiment un plaisir de parler avec toi. Je sais que toi et François Bernard, vous êtes des amis personnels dans la vie, ou en tout cas, vous connaissiez déjà d'avant. Fait que, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Je te lève mon verre de Scotch Ale et franchement, je te remercie beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir parce que j'ai vu tantôt, je vais vous partager tantôt, les amis, le nombre de bières qu'ils ont et ils en ont de toutes les sortes. On se parlait de stout, ils ont des stouts impériales, des session IPA, porter, Napa, écoute, des sûrs aux framboises, Berliner Weiss, cerise griot. Fait que, tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts là, dans votre offre. Ça fait que, écoute, on s'en fera une autre si ça te dérange pas. Nous autres, ça nous ferait plaisir de te recevoir pour venir nous reparler de d'autres sortes. Et on va même te laisser choisir. Tu nous diras de quoi tu veux nous parler. Yes, la prochaine fois, c'est ton tour. Ouais, parce que c'était vraiment très intéressant. En tout cas, comme premier invité, j'aurais pas pu demander mieux. Franchement, très intéressant. Vraiment content de t'avoir connu. Et j'espère, quand je vais aller au Saguenay, si je réussis à aller au Saguenay bientôt, j'espère pouvoir aller faire un tour. Est-ce que vous avez une salle de dégustation maintenant? Dans la nouvelle... L'été, on a une terrasse. Okay. L'été, on a une terrasse. Sinon, on a notre boutique là, sur place. Là. On n'a pas de salon de dégustation en tant que tel là, pour le reste de l'année. OK. Bon, ben, parfait. Donc, écoute, on avait Sébastien Moras avec nous, donc de la brasserie Riverbend. Donc, je te remercie. Et c'était notre segment. Merci à vous autres. Il y a de la boisson! Ben, c'est déjà tout pour notre deuxième épisode, ce deuxième podcast, mon cher Patrice. Ça a passé vite! Ça a passé très vite. Puis écoute, on a une bonne nouvelle quand même, parce qu'on va vous revenir plus rapidement, prochainement, là, très très prochainement. Donc... on aura un troisième épisode avant la fin du mois. Avant la fin du mois, avec quand même des invités qui pourraient vous surprendre. Grosse surprise, on ne veut pas vous le dire, là, mais non. En tout cas, c'est quelque chose de gros. On vous en dit pas plus.
Suivez-nous sur nos médias sociaux et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On est maintenant disponible sur Spotify, sur Google Podcast et sur Apple Podcast. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas nous écouter. Nous sommes sur toutes les plateformes principales, dans le fond. Alors, gênez-vous pas. Que ce soit en vidéo sur YouTube ou en audio, on est là pour vous. Ça nous a fait plaisir encore une fois ce soir. François Bernard, à la prochaine. Mon cher Patrice, donc nous sommes évidemment les Quinquas, le podcast qui dégénère. Donc, continuez à nous suivre. À la prochaine.